Cette table ronde a regroupé de nombreux experts venus des secteurs d'activités diverses. Nous sommes appelés à aller à l'émergence. Cela veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, l'émergence avec quel outil? Quand on dit quel outil, quelle entreprise? Parce que de la réponse à cette question sur la qualité des entreprises qui vont construire l'émergence. Parce que l'entreprise construit l'emploi, elle participe à la richesse et de la qualité de cette entreprise dépend de la consistance de votre émergence. Effectivement, tous ces acteurs ont admis que l'économie ivoirienne a besoin d'entreprises performantes portées par des champions nationaux, des entreprises compétitives qui récupèrent des parts de marché intérieur et qui engagent la bataille de la conquête des débouchés extérieurs. Les ressources existent, les entrepreneurs ont de l'envie, mais il reste à échafauder une stratégie. Il faudrait développer davantage de formation professionnelle, formation technique, formation professionnalisante, qui soit en synergie avec le secteur privé, avec les entreprises, et qui fasse en sorte qu'un grand nombre de jeunes deviennent des entrepreneurs et financés à partir de l'intérieur. Et un financement interne, c'est-à-dire que les capitaux des entreprises ne soient pas des capitaux étrangers, mais soient des capitaux des nationaux. Un champion national est une entreprise plus ou moins soutenue par l'État pour devenir le producteur ou le prestataire dominant sur le marché national. Il devrait également pouvoir compétir avec des concurrents étrangers. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie CIJF, conduite par son directeur Mahama Lawan Siriba, est à Abidjan depuis le 28 juillet 2015. L'objectif de cette mission, la 10e du genre, est d'évaluer les préparatifs à 2 ans du début des compétitions des Jeux de la francophonie. La rencontre d'Abidjan a permis aux experts de mettre au cœur des Jeux la question du développement durable et de la certification de ces Jeux. Le développement durable, c'est l'art du compromis, la science du compromis. Le gros travail qu'on va avoir à faire, et c'est la mission et l'expertise qui nous est confiée, c'est d'accompagner le CIJF et le CNJF à prioriser. C'est-à-dire, on a une quantité d'énergie, de disponibilité, de temps, de ressources à mettre en place. À quel endroit on met cette énergie sur la démarche de développement durable? Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Champrou de Marcory et le vélodrome du parc des sports de Trècheville sont les sites retenus pour abriter les compétitions. Ces infrastructures ont été passées en revue. Le stade Houphouët-Boigny remplit plus les critères pour accueillir des compétitions internationales de l'envergure des Jeux de la francophonie. Après, c'est une compétition de moins de 20 ans. Il y a moins d'exigences au niveau du cahier des charges de la FIFA que pour les grandes compétitions seniors comme les Coupes d'Afrique, les Coupes du Monde, etc. Les 8e Jeux de la francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. La compagnie 4216, puis Tonton Zéla. 2 prestations orchestrées par des artistes handicapés, paraplégiques et malvoyants pour les uns, non-voyants et handicapés psychomoteurs pour les autres. C'est ainsi que l'ambassade des États-Unis à Abidjan commémore la loi en faveur des handicapés aux États-Unis d'Amérique, 25 ans après sa promulgation. L'organisation de ce mini-concert, ici même dans l'enceinte de cette représentation diplomatique, est le témoignage du soutien des autorités américaines aux handicapés ivoiriens. J'exprime l'espoir qu'ici en Côte d'Ivoire, il y aura des lois similaires qui permettent aux personnes vivantes avec un handicap d'avoir accès et d'exercer tous leurs droits civiques. Public visiblement heureux devant Kamanoué de la compagnie 4216 et qui ne tient plus sur son siège quand arrive Tonton Zéla. Des défavorisés de la société qui égayent des foules au même titre que les mieux portants, ce qui leur fait dire que l'acquisition de leurs pleins droits est une urgence. Ne serait-ce que nous imprégner davantage de ce qui est fait, comment les personnes vivant avec un handicap aux États-Unis se sont unis pour parvenir à faire appliquer la loi en leur faveur. Nous sommes ici pour l'éveil des consciences, pour que nos personnalités aussi, nos responsables, puissent appliquer les lois et les décrets en faveur des personnes handicapées. Le HADA,
Le American with Disability Act, ou loi relative aux Américains handicapés, est une loi qui affirme des droits civiques et interdit toute discrimination dans tous les domaines de la vie publique à l'encontre des personnes handicapées. Elle a été adoptée par le Congrès américain et promulguée le 26 juillet 1990 par George Bush père. Suzanne Godwin est agricultrice d'une petite exploitation depuis 10 ans dans la communauté de Tudun Adudgu, au centre du Nigeria. Un travail pour lequel elle s'est heurtée à de nombreux obstacles, à commencer par l'acquisition d'une terre. En tant que femme, nous ne possédons pas de terre et quand on loue, on peut se retrouver avec une parcelle plus petite que celle que l'on voudrait exploiter. Suzanne n'est pas la seule agricultrice confrontée à ce problème. Au Nigeria, les traditions et les coutumes sont souvent un frein aux ambitions des femmes. Conformément aux traditions, une femme vient d'une autre famille dans le but d'être mariée. Par conséquent, seul son père ou son mari peuvent lui faire don d'une terre. Elle n'a aucun droit d'en acheter une. La plupart des femmes qui n'héritent pas d'une terre finissent par la louer à leur homologue masculin. Une situation qui crée des tensions, car si les récoltes sont mauvaises, les hommes n'hésitent pas à reprendre leur terre. En général, on loue une terre pour 5 ou 3 ans. Après négociation avec le propriétaire, on utilise du fertilisant pour mieux exploiter la terre. Et c'est à ce moment-là que l'homme revient et décide de reprendre son exploitation. Face à la récente chute des prix du pétrole, le Nigeria, premier producteur du continent africain, a tout intérêt à diversifier son économie. Dans un pays où les femmes produisent 65% des produits locaux, miser sur l'agriculture implique un changement des mentalités. L'ONG Oxfam lutte pour l'émancipation des agricultrices. Pour le moment, elles sont encore désavantagées par certaines pratiques culturelles qui persistent. Tant qu'elles ne pourront pas acheter, elles n'auront pas de parcelles. Certains obstacles majeurs ont besoin d'être levés pour que les femmes puissent posséder leurs terres. Les enjeux culturels et politiques, ainsi que les traditions, doivent être reconsidérés, et la loi sur l'occupation des sols a besoin d'être révisée. Malgré les difficultés, Suzanne Godwin n'a pas l'intention d'abandonner. Je vais continuer à lutter en espérant qu'un jour les choses changeront. Désormais première puissance économique d'Afrique, le Nigeria pourrait devenir l'un des acteurs majeurs de la production agricole africaine, à condition que les femmes puissent y trouver leur place. Travailler la glaise, se couvrir le visage pour mieux voir au fond de soi-même, parler de ses blessures avec les autres. Ces jeunes filles, toutes victimes directes ou indirectes d'un acte terroriste, suivent un atelier du projet Papillon en banlieue parisienne. Une vingtaine d'ados venus de 8 pays du monde, comme l'Algérie ou la Russie, passent ainsi une dizaine de jours ensemble, entourés de psychologues et thérapeutes. J'ai appris à vivre avec ça et à l'accepter. Ouais, et en plus de savoir que moi je ne suis pas la seule, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont aussi vécu ça et en plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide. Ouais. Oui, parce que derrière le terrorisme, il y a des victimes. Groupe de parole le matin, atelier théâtre l'après-midi. Ces jeunes sont ici pour la 2e année consécutive, loin de leur pays, loin du contexte qui a traumatisé leur vie. Encore et toujours, il importe pour eux de partager leur vécu. Nous parlons beaucoup en groupe chaque jour pendant 2 heures et ça aide vraiment. Je me sens à l'aise ici. Le projet Papillon est financé par l'Association française des victimes du terrorisme. Il renvoie à l'idée d'un être en apparence fragile, en pleine métamorphose. On sent en tout cas pour quasiment tous, ils ont cette maturité intellectuelle qu'on n'a pas observée chez d'autres. Ils ont cette facilité de mettre une distance entre eux et les autres.
Certains n'ont même pas eu la chance de pouvoir amorcer ce travail dans leur pays d'origine où le terrorisme est récurrent. Or, il importe de ne pas refouler sa souffrance et d'apprendre à tourner la page. C'est ça le point en commun. Et le fait de laisser passer, de couper cet attachement avec le passé, avec ses souvenirs et tout cela. Parce que moi, je dis toujours, c'est notre cerveau, on peut le remplir par des images positives. Ils se retrouveront tous l'été prochain pour un dernier stage qui sera axé sur leur avenir personnel.